Téléspectateurs de Tillabéri au Niger, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé. Situation tendue au Niger, la CEDEAO menace le Mali et le Burkina répliquent. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, monsieur Cheikh Oumar Doumbouya, il est analyste politique qui découvre ce plateau Regard croisé. Monsieur Doumbouya, merci de découvrir le plateau Regard croisé. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Deuxième invité, monsieur professeur Abdoul Karim Djamoutene, il est professeur d'enseignement supérieur et chef de parti politique également. Professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci à vous aussi et également aux téléspectateurs. Merci aux co-débatteurs également pour l'opportunité. Troisième invité, Cheikh Oumar, pas Doumbouya cette fois-ci, mais Soumano. Il est, quant à lui, patron de l'organisation des jeunes patrons du Mali, d'où la cravate bien nouée. Monsieur Soumano, merci d'être avec nous. Bonsoir Barou, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Le quatrième invité qui est pris dans les pièges de l'embouteillage de Bamako, il s'agit de monsieur Mohamed Chérif Haïdara, un résident du Niger, mais qui actuellement il est au Mali. Il est président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je le disais tantôt, la CEDEAO ne cache plus sa volonté d'intervenir militairement au Niger pour libérer et rétablir le président Mohamed Bazoum et son régime au pouvoir. En réaction donc à cette initiative de la CEDEAO, les transitions du Mali et du Burkina Faso considèrent cette posture de la CEDEAO comme une déclaration de guerre imminente et se disent prêtes à se ranger du côté du général Tchani pour contrer les forces de la CEDEAO. C'est du moins la quintessence des réactions qu'on a pu observer de part et d'autre. Cheikh Oumar, j'ai envie de commencer par vous. Cette menace de la CEDEAO, un coup de bluff où vous pensez effectivement que la CEDEAO est dans les dispositions d'intervenir pour faire libérer le président Bazoum? Je pense qu'à ce stade, c'est beaucoup plus précis. Oui. Suite à... Pas de place au bluff? Non, pas vraiment. La CEDEAO n'a pas le choix, elle est obligée de se faire entendre. La situation, en tout cas géopolitique, sous-régionale l'impose, qu'elle puisse trouver une solution, qu'elle soit à l'amiable ou qu'elle soit militaire à cette situation. Donc la réunion des chefs d'état-major, en tout cas de la CEDEAO, précise, démontre qu'il y a une volonté ferme de pouvoir mener une opération, une intervention militaire. Et je pense que les dernières interventions permettent même d'identifier le maréchal nigérian qui sera aux commandes pendant cette intervention. D'accord. Professeur, Cheikh Oumar l'a dit, la CEDEAO n'a pas le choix. Elle sera obligée de se faire entendre. Vous y croyez qu'elle se fera entendre? Bon, et au fait, ce qu'on doit comprendre de mon point de vue, la CEDEAO n'est qu'un instrument dans cette affaire entre les mains de certaines grandes puissances qui se font un peu la guerre. Pas forcément une guerre à travers les armes, mais c'est de la géostratégie, la géopolitique. Au fait, donc, du coup, la CEDEAO n'est qu'une caisse de résonance, n'est-ce pas, pour des objectifs un peu inavoués, les grandes puissances, au fait. Mais j'étais en train d'entendre un peu par presse interposée que le Sénat du Nigeria aurait mis son veto, s'il serait prononcé contre. Vous faites mieux de mettre cette information conditionnelle. C'est pourquoi je dis serait. Oui. Si cela est vrai, sans quoi moi je dis que pour toute analyste qui voit de loin, cette guerre était inévitable, quoi. Parce qu'au fait, il faut qu'on se comprenne un peu, on retourne un peu en arrière. Allez-y. Vous savez, quand on écoute un peu certaines vidéos du général de Gaulle sur l'importance du Sahara, on écoute un peu des ministres français dans le passé, même le feu président Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, sur l'importance des richesses du Sahara, on comprend bien que notre zone est un espace stratégique pour les grandes puissances, principalement pour l'Europe. Et aujourd'hui, la survie de leur industrie... Professeur, sinon le fond de ma question, c'était de savoir de façon liminaire, est-ce que le lundi, le soleil va se lever au même endroit? J'ai compris, Niger? Bien sûr. Oui. Je vais y en venir au fait. Oui. Donc dès lors qu'on comprend ça, oui. On a vraiment compris ça. Oui, que chacun voudrait sauvegarder
ses intérêts. Et donc, si les grandes puissances perdent notre espace, ça n'est fini pour eux. La CEDEAO étant utilisée dans cette optique-là, donc forcément, la guerre est presque inévitable. Parce que les puissances traditionnelles, sachant bien que si elles perdent ça, ça n'est fini pour elles. Et donc, elles sont obligées d'aller au combat au corps à corps. C'est comme quand je dois tomber, j'ai le choix de me laisser tomber ou de me débattre en espérant que, n'est-ce pas, je pourrais... Vous êtes d'accord avec Cheikh Oumar que la CEDEAO effectivement interviendra? S'il n'y a pas l'obstruction du Sénat, la CEDEAO est obligée d'intervenir. Parce que c'est une question de survie. Le Sénat nigérien n'est pas le Parlement de la CEDEAO, M. Djamoutene. Oui, puisque je ne connais pas très bien leur mécanisme, parce que quand il y a deux chambres, il y a une chambre qui peut aussi faire opposition, n'est-ce pas, à une autre chambre. D'où l'importance des deux chambres. Mais quand même... Sauf qu'il ne s'agit pas d'une intervention du Nigeria, mais de la CEDEAO. Vous parlez du Sénat nigérien. Mais attention, les forces viendraient de qui? De quel pays? Les forces... Si je peux me allez-y. Je vais vous aider un peu à comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre que le Niger, c'est la CEDEAO. D'accord? Que ce territoire appartient aussi à la CEDEAO. Je le sais bien. Donc, une fois que cela est compris, c'est que l'obstruction, si elle a eu lieu, je pense qu'elle n'a pas eu lieu, parce que c'est une information qui a circulé, qui n'a pas de source officielle bien sûr. et qui circule depuis plus de 3 jours. Donc, on aurait jusque-là eu une certaine confirmation. Oui. Mais nous, les Nigériens ont un passeport CEDEAO. Donc, la CEDEAO, quand elle fait cette intervention, elle intervient sur son territoire. Et pour ce faire, elle est dotée de mécanismes à la fois juridiques, mais aussi politiques, mais aussi militaires. Ces organismes, c'est sa force en attente qui existe déjà, qui a déjà un certain nombre de troupes à disposition avec un état-major déjà établi. Donc, qu'il y ait obstruction au Nigeria ou pas, cela ne change en aucun cas la portée des choses. Professeur, on va vous retourner la parole. Je vais juste laisser le temps, je vais juste donner la chance à Cheikh Oumar aussi de réagir par rapport à cette question. Un coup de bluff ou une réelle volonté de la CEDEAO d'intervenir à partir de ce lundi? Alors, merci bien Barou pour cette question. Déjà, je voudrais dire, tel que les tournures que les événements prennent, je pense qu'il faut s'attendre. S'il y a intervention, ça ne doit pas être surprendre. Mais déjà, en ma qualité de diplomate d'affaires, je ne suis pas pour cette intervention militaire. Mais il faudrait analyser. Vous savez, aujourd'hui, tous les mécanismes, tout ce qu'on est en train de voir, tout ce dont on assiste, le mécanisme est en train de s'inscrire dans le cadre de la légalité internationale. Quand je parle de légalité internationale, je parle d'abord de la mise en branle de ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité, c'est-à-dire qu'il y a la CEDEAO qui doit être la première, le premier organe politique à tenter de résoudre le problème-là. Ensuite, les décisions que la CEDEAO va prendre, l'Union africaine va s'aligner sur cette décision-là et aussi les Nations Unies. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que déjà, nous avons assisté à un premier ultimatum qui a été donné par l'Union africaine, qui était de 2 semaines. Et quand la CEDEAO s'est réunie, la CEDEAO a ramené ces 2 semaines à 1 semaine, mais en laissant la chance à la diplomatie, notamment la négociation, pour qu'on puisse arriver à une issue favorable. Et malheureusement, cette issue favorable semble être compromise. Donc, et la CEDEAO, justement, est en train de se préparer à prendre l'option de l'intervention militaire qui n'est pas exclue et qui, aujourd'hui, s'inscrit dans une logique de la légalité internationale, comme je l'ai dit. Mais ce qu'il faudrait noter, de mon point de vue, c'est que la manière dont beaucoup de gens ont tendance à percevoir cette intervention, c'est comme s'il y avait une agression. Et on ne peut pas parler d'agression dans la mesure où, comme je l'ai dit, il y a l'inscription de l'action dans la légalité internationale. Et vous allez voir qu'il y a des soutiens au Niger et il y a des soutiens à la CEDEAO. Alors, ceux qui soutiennent l'option militaire que la CEDEAO est en train d'envisager sont purement et simplement légalistes. Et ils sont dans leur rôle. Et par contre, ceux qui soutiennent aussi le Niger en pensant que le Niger est en train d'être agressé, aussi, c'est normal, on comprend, parce qu'il y a une espèce de solidarité qui se manifeste. Et donc, mais en tout cela, moi, de mon point de vue, j'estime que si intervention a eu, elle sera légale. Sinon, on était en train d'évaluer la crédibilité même de la menace de la CEDEAO. C'est 2 choses. Oui. Si, à ce stade, moi j'ai comme l'impression que la CEDEAO atteint un point de non-retour. Soit on arrive à une situation négociée et qu'il y aura retour à l'ordre national sans intervention militaire. Et si, malheureusement, cela n'a pas eu lieu, je pense que si la CEDEAO n'intervient pas, c'est sa crédibilité qui sera mise en jeu. D'accord. Vous étiez sur une lance. Merci, parce qu'au fait, moi, je voudrais qu'on discute des éléments. C'est-à-dire, il y a les éléments de légalité. Là, il n'y a pas de discussion à ce niveau.
Nous savons, et la CEDEAO est dans son rôle, n'est-ce pas, en voulant agir, ça c'est clair. Mais quand on regarde un peu l'évolution de la CEDEAO ces dernières années autour de certaines questions stratégiques, on se rend compte que la CEDEAO n'a pas d'autonomie de décision. Dès lors qu'on n'a pas d'autonomie de décision devant des étapes cruciaux, en se focalisant exclusivement sur la CEDEAO, en ignorant certains aspects, on se trompe. Je prends un exemple clé. Allez-y. Je vais pas aller au devant. Quand je prends l'exemple de la monnaie, l'écho au niveau de l'espace CEDEAO, vous avez vu, c'était prévu théoriquement en 2015 que l'espace puisse avoir une monnaie commune. Mais on sait quels sont les grands acteurs, n'est-ce pas, qui influencent les prises de décision à l'intérieur. D'où la problématique aujourd'hui de ce conflit-là au niveau du Niger. C'est pourquoi moi j'étais en train de faire référence à ça. Et que quand on voit deux courants à l'intérieur qui sont en train de se battre, on a l'impression que c'est deux courants qui s'adossent, n'est-ce pas, à deux puissances internationales qui sont très opposées. Et donc aujourd'hui, c'est une question de survie pour les deux puissances. Et donc nous sommes arrivés à une situation où cette guerre est presque inévitable. Parce que la puissance, déjà la première puissance, n'est-ce pas, notre première puissance colonisatrice, qui est... Vous parlez d'une guerre, une intervention ou une guerre finalement? Mais la guerre est entre qui et qui? Entre des pays de l'espace UEMOA et CEDEAO, disons, peut-être après avec leur chef qui viendrait peut-être en appui. D'accord. Mais ça c'est une évidence. Ok. Monsieur Aïdara, nous vous annoncions tout à l'heure que vous étiez pris dans les embouteillages de Bamako. Toutes nos excuses. On était justement en train de parler de la fin de ce ultimatum de la CEDEAO qui prend fin ce dimanche déjà. Une semaine, c'était le temps imparti à la junte pour rétablir le régime Bazoum. Déjà, est-ce que vous pensez que cette menace de la CEDEAO, vous la prenez au sérieux? Oui, je la prends très au sérieux. Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs. Et, surtout nigériens, hein? Nigériens, bien entendu, qui suivent aujourd'hui la télévision de la diaspora. Je salue mes co-débatteurs. Et vous serez certainement surpris d'apprendre demain que les chefs d'état-major de la CEDEAO ne vont plus attaquer le Niger. C'est suicidaire. Que vont-ils faire? Ils vont simplement privilégier la négociation. Le message que je vais lancer à nos téléspectateurs du Niger, en tant que société civile, au nom de la société civile malienne, de rester soudés, de se rester cohérents et de dire personne ne va venir rétablir l'ordre de ce jeu. C'est eux qui doivent en décider. Nous avons une situation qu'on n'a pas voulu. Mais il faut bien qu'on se dise la vérité et qu'on dise au chef d'État de la CEDEAO la vérité en face. Ils sont là à cautionner des élections tripatouées. Ils sont là en train d'observer des milliers de soldats en train de mourir, des villages entiers rasés de la surface. On ne les a pas entendus dire un mot. Mais quand quelqu'un est élu, il tient de sa légitimité de la population qu'il a élue. Mais quand ce dernier, pour des faits qui sont avérés, des soldats qui meurent, des citoyens qui meurent, et il se lève, il renverse un président au nom de la démocratie, entre guillemets, on se lève pour dire non, qu'on va intervenir. Non, ils n'interviennent pas pour sauver la vie de Bazoum. Ils n'interviennent pas pour établir la démocratie. Ils interviennent parce que leurs intérêts sont menacés. Parce que vous avez l'uranium qui a justifié l'invention, la destruction de la Libye. On parle de la CEDEAO, hein? C'est la CEDEAO. La CEDEAO reçoit des instructions de la France. J'ai vu un article dans le journal où on a attribué cet article-là à Bazoum de l'avoir écrit. Mais quand on le disait, Bazoum n'avait pas le téléphone. Il y a une agence de communication qui est payée 700 000 € par mois pour la communication du Niger. Cette agence-là qui a fait l'article de Washington Post, et c'est destiné à préparer l'opinion publique américaine, le Congrès et le Sénat, pour attaquer le Niger. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en France. D'accord. Donc je dis, et je répète, toute notre solidarité en tant que société civile, dire aux Nigériens, restez soudés, cette solution, on trouvera la solution de cette crise en négociant, mais pas
par une attaque militaire. Elle ne se fera pas. Monsieur Doumbia, une chose pour la CEDEAO est d'annoncer cette intervention militaire et d'afficher tout son sérieux, mais une autre chose, c'est d'avoir les moyens. Est-ce que la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, en a les moyens pour agir, pour faire déloger la junte au Niger? Absolument, ce n'est pas la première fois. Beaucoup de gens sont en train de faire comme si la CEDEAO n'a jamais fait rien de tel. Le plus récent, c'est Yahya Jammeh. Elle a aussi eu à intervenir pour maintenir Charles Taylor au pouvoir. Ce n'est pas une première et ce n'est pas comme si la CEDEAO est dépourvue de tout moyen. Maintenant, lorsqu'on veut faire penser que la CEDEAO elle est 100% instrumentalisée, c'est un organe politique. Et en politique, dire qu'il y a un jeu d'intérêt, c'est comme ne rien dire, parce que c'est ça réellement la politique. C'est ça la réelle politique, c'est aller chercher des intérêts. Maintenant, supposer que les puissances s'impliquent pour influer, c'est un autre débat. Mais maintenant, on parle de notre sous-région et on parle d'une situation qui sévit entre nous. Une réalité est que, aujourd'hui, ces coups d'État qui se font successivement sur le sol de la CEDEAO n'arrangent pas la stabilité de cette zone. Et que la CEDEAO a des engagements vis-à-vis des peuples. Parce qu'il y a des accords, des protocoles de protection de la vie des peuples et de ces mandats-là. Dire aussi que la CEDEAO n'intervient que lorsque un chef d'État est pris aux aguets de la sorte, ce n'est pas correct non plus. Au cas du Mali, pour que la MISMA puisse exister, il a fallu que la CEDEAO commence à élaborer les plans de mise en opération de la MISEMA, qui ensuite, avec l'appui de l'Union, des Nations Unies et de l'Union africaine, est devenue la MISMA. Il faut aussi compter que bien avant même le coup d'État au Mali, par exemple, la CEDEAO a envoyé son médiateur pour commencer à négocier, pour essayer d'éviter le coup d'État, avant même qu'on y arrive. Il ne faut pas simplement réduire cette organisation à ce que les gens aiment bien appeler un syndicat des chefs d'État. Oui, mais M. Doumbia, vous dites que la CEDEAO agit pour protéger les peuples. On voit quand même que souvent ces juntes militaires entretiennent une certaine relation fusionnelle avec ces mêmes peuples. Absolument. C'est idéologique. Ça, c'est l'aspect idéologique de la chose. Quand on regarde, beaucoup de gens aujourd'hui dans le combat idéologique disent que les populations de ces pays meurent et que la CEDEAO n'intervient pas. Au Mali, par exemple, avant que la mission onusienne n'arrive, c'était les forces de la CEDEAO qui sont arrivées en premier, accompagnées du Tchad. Et c'est comme ça. C'est qu'il faut donner aussi à cette organisation sa chance de jouer son rôle. Il y a certes la nécessité qu'elle s'améliore, qu'elle se mette à jour, qu'elle se renforce. Mais si on continue nous-mêmes en tant que population à l'asphyxier davantage, on ne fait que l'affaiblir face à ceux que l'on craint qui puissent l'instrumentaliser. Professeur Chakmar le disait aussi, il y a quand même la CEDEAO a ses bilans derrière elle. On a vu ce bilan au Libéria, par exemple, en Gambie tout récemment déjà. Est-ce que cet actif-là ne doit pas être aussi pris au sérieux pour des futures décisions, par exemple? Oui, on peut le prendre au sérieux, mais les cas sont différents. Le cas du Libéria, c'était une guerre civile terrible. Vous avez vu Samuel Doe mort, beaucoup de choses. C'était un bilan, une guerre civile terrible. Donc, à un moment donné, il a fallu éteindre le feu. Et le cas de Gambie, qui est à l'intérieur du Sénégal, là, c'est exclusivement les forces sénégalaises, n'est-ce pas, quelques éléments qui sont allés, on connaît la situation. Mais le cas du Sahara ici, avec une richesse terrible, c'est un cas à part. Est-ce que vous savez que l'opération en Gambie a été commandée par un militaire nigérian? Non, le plan, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous savez. C'est un Nigérian. Je précise. Vous aurez un temps de réaction. Vous savez, Doumbia, allez-y. Voilà, Doumbia, il est intéressant. Nous sommes sur un espace d'échange. Allez-y. Voilà, vous. Allez-y. Donc, ce que je vais faire comprendre simplement, c'est que la situation du Mali, de la zone des 3 forciers, c'est une situation décidé, voulu par certains, et qui a commencé avec la destruction de la Libye. Et donc, du coup, tout ce qui est planifié, je vais vous dire une chose, c'est qui est écœurant, vous voyez. Quand je prends le cas du Mali, dans les années 2007-2008, on parlait des blocs de pétrole au nord, si vous vous en souvenez. Et même nous faisons des projections, nous pensions que d'ici 2010, n'est-ce pas, Sonatra, beaucoup de ce terre-là, on devait même exploiter. Dès lors que ATT a dit qu'en 2008, ou bien en 2004, le pétrole va couler, l'instabilité a commencé au niveau de la zone. Et ce qui était bizarre, les Maliens au sud ne savaient même pas qu'il y avait de l'or au niveau du nord. Mais avec cette crise-là, cette zizanie, mais il y a l'exploitation
de l'or, apparemment qui est apparu, n'est-ce pas, en vrac au niveau du Nord. C'est pour dire que cette situation d'insécurité, c'est une situation voulue et entretenue par certaines puissances qui tirent leur affaire du... Cela dit, est-ce que vous pensez à toute proportion gardée que la CEDEAO a aujourd'hui les moyens pour déloger le général Tchani? Non, je vais vous dire une chose. La CEDEAO laissée à elle-même entre les pays, aucun pays ne peut vaincre un autre pays ici. Parce que pour preuve, les équipements que vous achetez... La CEDEAO n'est pas un pays. Non, vous comprenez, mais la CEDEAO est constituée des pays. D'abord, la CEDEAO n'a pas de troupes en tant que telles. La CEDEAO, les troupes de la CEDEAO proviennent des pays. Les pays, de manière individuelle, décident d'allouer des troupes. Le Mali décide, le Nigeria décide, c'est la sommation. La CEDEAO, c'est vrai, c'est un espace qui englobe tout le monde, mais la CEDEAO, d'abord, c'est l'individualité des différents pays. Et donc, du coup, la CEDEAO n'a pas de troupes. Ce sont les pays. Pour preuve, je vais vous dire une chose. Dites-moi quelle action d'envergure la CEDEAO a pu mener sans pourtant solliciter le financement de ces grands maîtres-là, qu'est l'Union européenne ou bien les Nations Unies, ça n'existe pas. Même quand la CEDEAO est venue ici, lorsque la crise, le Mali a été au début envahi et que les troupes de la CEDEAO sont intervenues au départ, il y a une question qui s'est posée. La prise en charge, même pour le transport des troupes, il y a eu des problèmes. Il a fallu que les Nations Unies et l'Union européenne viennent en rescousse. On ne peut pas comme ça décider. On va aussi laisser la chance toujours à Cheikh qui est très sage ce soir. Cheikh déjà est en train d'évaluer ses moyens de la CEDEAO. Est-ce qu'elle en a les moyens de sa politique? D'accord. Déjà, avant de répondre, je pense que je suis très content de l'annonce qui a été faite tout à l'heure par Aïdara, que cette intervention militaire l'option est en train d'être écartée, qu'il y aura la voie du dialogue. C'est ça que j'ai véritablement souhaité appeler de tout mon vœu et j'espère vivement que cela soit. Ceci dit, si CEDEAO doit intervenir, je vous ai expliqué, vous savez, le mécanisme d'intervention de recours à la force en droit international, il y a des procédures. Et je pense qu'on était en train d'aller on était en train de respecter ces procédures. Il y avait juste une seule chose qu'il fallait faire, c'était d'attendre le vote d'une résolution du Conseil de sécurité qui l'inscrirait justement dans le chapitre 7. Et là, ça va être un mandat des Nations Unies. Et comme cela, on pourrait faire appel à n'importe quel autre État qui serait disposé à accompagner les troupes. Donc c'est là pour répondre à votre question. Si on était arrivé à ce stade-là, ça veut dire que n'importe quel pays des Nations Unies pouvait s'associer à la CEDEAO pour intervenir. Mais c'est l'option que moi je considère qui n'était pas envisageable. Ce n'était pas bien, non seulement la situation de notre région, notamment précisément des trois pays, le Niger, qui fait frontière avec 2 pays qui sont déjà éprouvés par la crise, la lutte antiterroriste. Donc je pense qu'il fallait véritablement tout faire pour éviter cette intervention militaire. Mais ce que je voudrais dire, on n'est pas en train de faire ici le procès de la CEDEAO, mais il faudrait peut-être revenir que les mécanismes coercitifs de la CEDEAO à l'encontre des États peuvent être revus. Si on prend les sanctions économiques n'ont produit aucun effet positif dans aucun pays au monde. À chaque fois qu'on a fait recours aux sanctions économiques, c'est l'effet contraire qui s'est produit. Donc ça veut dire que les sanctions économiques ne sont pas adaptées comme mécanisme coercitif à l'encontre des États. Ensuite, l'intervention militaire. Nous avons tiré des enseignements de l'intervention militaire qui est intervenue non seulement en Irak, mais également en Libye. Aujourd'hui, on est toujours en train de colmater les brèches et chercher à réparer les conséquences que ont entraîné justement ces interventions militaires. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est sur quoi il faudrait insister et peut-être appeler les responsables de CEDEAO, c'est de favoriser les sanctions politiques. Et quand il parle de sanctions politiques, il faudrait plutôt donner la chance au dialogue. Et c'est ça aussi la beauté de la diplomatie. Donc, tout ce qu'on ne peut pas régler... Sinon, chaque mois, beaucoup sont des Nigériens, Maliens ou même Africains qui pensent que la CEDEAO n'a ni les moyens humains ni logistiques pour intervenir au Niger. Mais j'ai répondu à la question. J'ai dit que la CEDEAO ne va pas se lever parce qu'il y a un mécanisme international qu'il faut respecter. Elle s'est fixé un délai d'une semaine quand même. Cela n'a pas été choisi à tout hasard. Mais pour le moment, l'information que personne d'entre nous là, c'est que si ils n'ont pas demandé la résolution du Conseil de sécurité, je suis parfaitement d'accord que l'option qui a été indiquée par Aïdara est plausible. Parce qu'on ne peut pas intervenir, vous ne pouvez pas intervenir demain sans cette autorisation. Et donc, comme cela n'a pas eu lieu, ça veut dire qu'en fait, on est en train d'aller vers les voies du dialogue. M. Aïdara, la même question. La CEDEAO a-t-elle les moyens de sa politique? Absolument pas. Et mon fils défend bien la CEDEAO sur le plan institutionnel, tout à fait normal.
Mais c'est comparer une souris à un lion quand on parle de la Gambie et du Niger. Et comparer la guerre de Libéria et de la Sierra Leone, il y a eu 2000 soldats morts au Libéria et en Sierra Leone. Ça les a pris combien de temps pour ramener Amati Diané Kaba de la Guinée pour le réinstaller? La CEDEAO, elle est une organisation, je dirais une cartel de chefs d'État. Ils sont là, ils soutiennent quand l'un d'eux qui tire sa légitimité de voix du peuple est attaqué. Et en ce moment, ils s'élèvent. C'est contre la démocratie. Mais quand nos milliers de soldats sont en train de mourir, au Mali, on a plus de 5000 soldats qui sont, 5000 morts. Je ne peux pas donner exactement le nombre. Des milliers d'écoles qui sont fermées au Niger. Des soldats qui sont morts. Mais on n'a pas entendu la CEDEAO dire quelque chose. On n'a pas entendu la CEDEAO dire que nous allons former une force pour venir vous aider à lutter contre le terrorisme. Mais une fois qu'un président qui est mal élu ou qui est bien élu est touché, on se dit non, on ne touche pas à un président démocratiquement élu. Je suis d'accord qu'on voulait une démocratie. Mais nom de Dieu, qui le donne l'autorisation d'agir pour le compte du peuple? Ce sont ces Maliens, ce sont ces Nigériens qui meurent, des villages rasés tout entiers. Donc nous disons aujourd'hui, leur stratégie d'aller dire que nous allons vous déloger par la force, parce que ça a été annoncé par Inbalo, qu'il fera une force anti-putsch. Cette force anti-putsch, elle ne peut pas exister. Vous savez combien de milliards l'Europe a donné en Ukraine en moins d'un an? Plus de 180 milliards d'euros. G5 Sahel n'a pas fait fonctionner. Pourquoi? Allah Yarham Ibeka, la dernière rencontre qu'ils ont eue à Pau, il les a dit clairement, écoutez, on a mis une force qui s'appelle G5 Sahel, mais nous n'avons pas les moyens de l'opération. G5 Sahel n'a pas eu les moyens de l'opération, c'est la CEDEAO qui va l'avoir. Je vais ajouter, pour terminer rapidement, le Nigeria, le soldat nigérien, je parle du Nigeria. Oui. Le Sénat a décidé qu'ils ne vont pas soutenir l'intervention militaire, qu'il n'en est pas question. Il faut négocier. Le Tchad, le putschiste qui a été négocié avec celui qui a fait le coup d'État, il a déclaré hier qu'il ne va pas soutenir l'intervention militaire. Et nous, le Mali, j'entends des gens qui sont en train d'extrapoler une phrase. Nous n'avons pas déclaré une guerre. L'attaque de l'armée de la CEDEAO contre le Niger, c'est une similitude de guerre. Nous n'avons jamais dit que nous allons en guerre contre la CEDEAO ni contre le Niger. Donc pour terminer rapidement, je veux vous dire, la CEDEAO sera obligée de négocier. Ils n'auront ni les moyens, ils n'auront ni les troupes. Maintenant, ceux qui insistent à ce qu'ils le fassent, ils passeront par la procédure dont a dit mon petit frère. C'est la semaine prochaine, ils demandent une résolution des Nations Unies pour intervenir, mais en fait, c'est pour sécuriser l'uranium. Et la Chine qui a dépensé des milliards, on n'a pas entendu encore la Chine dire un mot. Donc la CEDEAO ne fera rien. Les Nigériens, tenez bon, sortez, empêchez toute autre ingérence dans le pays. Monsieur Doumbia, quelle sera finalement l'efficacité de l'éventualité de cette intervention de la CEDEAO quand on sait que certains pays frontaliers comme l'Algérie, le Tchad, le Burkina et le Mali ont déjà exprimé leur désaccord à cette initiative de la CEDEAO? Déjà, il faut préciser une chose. La CEDEAO n'est pas forcément obligée d'avoir recours au chapitre 7 pour intervenir. Elle n'est pas obligée. Elle peut intervenir sur son sol. Il y a un protocole qui permet la protection des institutions, mais aussi la protection des populations. Donc, lorsque les chefs d'État de la CEDEAO et leur expertise vont convenir que ce qui se passe au Niger va à l'encontre du bien-être de la population, la CEDEAO a son propre conseil, on appelle ça le Conseil de paix et de sécurité de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO peut absolument intervenir sans avoir recours aux Nations Unies. Maintenant, la question de faire financer ces opérations-là, ça c'est comme d'ailleurs tous nos pays, quoi. C'est individuellement pris. Ces pays-là n'ont pas les moyens de faire une quelconque guerre. Aucun d'entre eux. Ils ne devraient surtout pas. Nos pays ne devraient surtout pas se lancer dans un conflit de la sorte. Mais quelque chose qui parle de l'efficacité de cette opération. Oui. Le mot guerre, on l'a entendu que lorsqu'il y a eu le communiqué conjoint Mali-Burkina.
Ça serait une déclaration de guerre. Non. Oui, similitude. Il dit ça ressemblerait à une similitude. Ils ont parlé de le porte-parole a été clair. Ouais, il a ouais. dit que Une une quelconque intervention au Niger serait considérée comme une similitude de une déclaration. Bon, Non. d'accord. Non. Supposons que c'est une similitude de déclaration de Je guerre. veux vraiment Admettons voilà. que cela soit le cas. Voilà. Donc c'est de là-bas, en tout cas, que le mot guerre est apparu. Voilà. Vous savez, il y a une chose de très simple. Tout ce qu'on peut aujourd'hui dire de la CEDEAO, on dira la même chose de ceux qui ont pris le pouvoir par les armes. La même chose. Si on peut aujourd'hui dire que la CEDEAO n'intervient que pour certains intérêts, ceux qui ont pris le pouvoir, pareil. Pour ceux qui connaissent réellement, Aïdara ne pourra pas dire le contraire parce qu'il connaît le fondement de la chose. Il sait ce qui n'est pas dit sur la table ici. Mais une chose qui est vraiment profonde par rapport à l'efficacité de cette opération, c'est qu'il la faut. Il ne la faut pas parce qu'il faut mettre les populations en danger. Il ne la faut pas non plus parce que les chefs d'État de la CEDEAO sont sans tache et purs. Il ne la faut pas non plus parce que la CEDEAO est, je ne sais pas, elle est omnisciente ou omnipotente. Il la faut parce qu'il faut une organisation pour protéger nos institutions. Il la faut parce qu'aujourd'hui, les gens au Mali, au Burkina, au Niger peuvent être d'accord avec ceux qui ont pris le pouvoir par les armes aujourd'hui. Mais demain, si une autre force obscurantiste vient prendre le pouvoir par les armes, si demain un groupe terroriste réussit à prendre le pouvoir dans n'importe quel de ces pays par les armes, que faudra-t-il faire? Il faudra compter sur une organisation pour venir défendre ce pays-là, pour venir défendre ces institutions-là. On ne tue pas cette organisation, soit disant que parce qu'aujourd'hui on est d'accord avec l'idéologie véhiculée ou les gens qui sont au pouvoir. Il faut voir au-delà des circonstances. Les circonstances actuelles ne sont pas définitives pour ces pays-là et pour ces populations-là. L'idée aussi est que si la CEDEAO laisse ce cas de figure s'installer, c'est que demain, nous pouvons faire face à une réelle réorganisation de notre sous-région. Est-ce que notre économie est prête à répondre à cela? Est-ce qu'aujourd'hui, nos institutions sont prêtes à répondre à cela? Maintenant, pour ce qui est des intérêts qui puissent être les ressources naturelles et autres, il faut savoir que tout ne tourne pas autour de cela, même si c'est souvent une partie importante de ce qui se passe. Ceux qui ont pris le pouvoir au Niger ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent protéger les ressources du Niger. C'est un débat qui vient en seconde zone. Ceux qui ont pris le pouvoir au Niger ont une narrative, la même narrative qu'on a eue au Burkina, la même narrative qu'on a eue au Mali. D'accord. Et cette narrative, elle ne soutient pas le fait qu'on mette à pied les institutions. Parce que partout où on met à pied les institutions, on tue l'armée elle-même. Si en 2012, le Mali n'avait pas tué sa propre institution, le Mali ne serait pas dans le cas de figure aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la faute à la CEDEAO. Il faut reconnaître ces faits-là. Professeur, vous êtes scientifique. En quoi une intervention militaire au Niger doit être considérée au Burkina et au Mali comme une déclaration de guerre? Similitude, précise, professeur. Allez-y. Voilà, s'il vous plaît, de mon point de vue, Professeur, similitude, déclaration de guerre. Bon, les concepts, les trucs, je ne souhaiterais pas m'apaisanter là-dessus. Dès lors qu'on pense, même chose. Au fait, de mon point de vue, une intervention au Niger est une menace pour les intérêts fondamentaux de notre pays. D'accord. Parce que vous voyez, Libye très loin, la conséquence, vous avez vu au nord du Mali. Un champ de bataille tout juste à côté, au niveau de la frontière, surtout au niveau d'une zone sensible. Parce qu'une intervention voudrait dire quoi? C'est des soldats qui vont venir se pérenniser. Parce que à supposer qu'on réinstalle Bazoum, ça veut dire qu'ils vont dire quoi? Le même schéma au niveau de Gambie pour dire les forces armées nigériennes ne peuvent pas sécuriser le président. Donc, il faut une force internationale capable de sécuriser. Donc, ce sont des forces, des équipements. Et pour qui connaît l'acquaintance, n'est-ce pas, de cette communauté dite internationale avec nos gens du Nord, etc. Donc, du coup, pour moi, une intervention, le statu quo actuel est une menace pour la survie. Vous imaginez, il y a plus de 10 ans, on ne vit même pas au Mali. Ici, chaque fois, chaque effort consenti, on dit allons-y pour le Nord. Quand on investit, on détruit, on est en train de mettre dans les armes. Nous voudrions, n'est-ce pas, que ce processus ait une fin. C'est pourquoi nous sommes attentionnés à ce problème qui nous tient beaucoup à cœur. Et du coup, et moi je dis une chose, hein, vous avez dit, et vous parlez des institutions. Et les institutions de la CEDEAO, elles sont là. Mais quel type d'institutions? Quand on regarde même la logique, l'historique de cette institution, on se rend compte que ce sont des institutions de camisoles prêtes à porter. Ce sont des camisoles prêtes à porter. Donc du coup, nous voulons une nouvelle institution, mais une institution qui soit
faite par nous-mêmes. C'est pourquoi le choc actuel au niveau de cet ensemble-là doit permettre à ce que nous, entre pays, qu'on s'asseye, qu'on essaie de réformer. Regardez au niveau des élections, s'il vous plaît, si on veut être sincère entre nous, quand vous prenez nos pays, quels sont les pays aujourd'hui où les élections sont organisées de manière transparente? En toute objectivité. Le processus est biaisé de A à Z. Mais lorsque le processus est biaisé et qu'à l'issue, il y a un président qui fait à sa guise, le peuple est insatisfait. Moi, je peux vous faire ressortir les statistiques de pauvreté dans ces différents pays depuis un bon bout d'années. Vous avez parlé de destruction de l'armée au niveau du Mali, mais qui a détruit l'armée a été détruite sous quel régime? C'est de 91 jusqu'à un moment donné, on suppose. Je suppose, je ne suis pas en train de faire un procès entre les régimes, mais c'est un régime issu d'un pouvoir démocratique. Donc pour moi, en tant qu'économiste, les institutions sont un moyen. C'est comme quand vous prenez la démocratie n'est pas une finalité, mais c'est un mode de gouvernance. C'est comme vous partez dans il y a la dictature, il y a la démocratie, mais on fait le choix d'un mode de gouvernance. Mais ce mode de gouvernance doit permettre le développement humain. Ça voudrait dire quoi? L'économie et le bien-être social, le bien-être humain ensemble. Mais dès lors qu'un mode de gouvernance n'arrive pas à y aller, donc il faut s'interroger. D'accord. Et le Mali, permettez-moi s'il vous plaît. On va s'interroger. Non, s'il vous plaît. Le Mali, nous voudrons tous la démocratie. Mais nous voudrons que la démocratie soit réellement une véritable démocratie. Mais pas cette démocratie de fanfaronnade que nous avons, où tout le processus est biaisé de A à Z. Merci. Vous comprenez ce communiqué conjoint du Mali et du Burkina? Merci bien, Badou. Mais avant de répondre à ça, allez-y. je voudrais d'abord répondre à mon ami et frère Cheikhouma. Cheikhouma, je pense qu'il y a quelque chose... Votre homonyme aussi. Mon homonyme, quelque chose lui a échappé, parce que je sais qu'il n'est pas très enfant. Peut-être c'est ça qui fait que les choses lui ont échappé. Vous savez, il faut faire extrêmement attention de donner l'information que vous venez de donner aux téléspectateurs. Pourquoi? Vous savez, la menace de la paix internationale est déjà sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux pays qui ne sont pas sur l'espace de la CEDEAO, l'Algérie et la Mauritanie. Et la Mauritanie a carrément riposté dans les mêmes temps que notre pays, le Mali et le Burkina. Donc on est hors du territoire CEDEAO. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a notre pays, le Mali, le Burkina et la Guinée aussi, qui sont en train de se positionner pour soutenir le Nigeria. Donc face à cette situation, la CEDEAO, je finis. Face à cette situation, pour éviter la responsabilité internationale de la CEDEAO, aujourd'hui, le mécanisme que vous dites sera désuet. Donc pour éviter les problèmes, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas engager la responsabilité de la France parce que les Nations Unies ont donné un mandat. Donc je pense que les juristes internationalistes, en guillemets, très avisés de la CEDEAO, s'ils devraient donner conseil à la CEDEAO d'intervenir, ils ne vont pas leur conseiller de s'en tenir seulement. Ce que vous avez indiqué aux téléspectateurs, ils vont demander d'aller aux Nations Unies. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour vous dire que le droit évolue aussi rapidement que les situations politiques. Donc, je finis. Alors, par rapport à la CEDEAO est dans son rôle. Il faut que les gens comprennent. La CEDEAO n'est pas en train d'agresser les États. Les États ont signé un protocole additionnel en toute responsabilité. Donc, et aujourd'hui, c'est ce mécanisme qui dit qu'en cas de coup de force, il faudrait qu'on retourne très rapidement à l'ordre constitutionnel. Moi, je suis de ceux-là qui ne soutiendraient jamais une intervention militaire. Parce que la guerre, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça prend fin. Et il a indiqué le cas de la Sierra Leone. Ça a pris une année. Combien de pertes on ne peut pas évaluer? Et aujourd'hui, c'est encore, ça fait mal. Ça fait qu'aujourd'hui, on réfléchit par deux fois. Le président ATT nous a toujours dit n'allons pas dans la guerre parce que lui, il est militaire. Les gens pensaient que c'était quelque chose qui disait... Mais il savait. Finalement, l'histoire lui a donné raison. Donc, il ne faut jamais encourager la guerre. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je déconseille cette guerre. Maintenant, pour y revenir au communiqué conjoint, moi, j'estime que c'est important. Vous savez, le soutien qui se met en branle aujourd'hui s'explique par trois aspects. D'abord, on a tous des amis au Niger, donc on va tous être solidaires. D'ailleurs, moi, je suis solidaire du peuple nigérien parce que j'ai beaucoup d'amis. Je ne souhaiterais pas que cette intervention intervienne. Donc, si je peux empêcher, je le ferai par amitié. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, certains le font par intérêt, comme l'a dit. Donc, ceux qui ont des intérêts vont aussi se battre pour que l'intervention ne se fasse pas. Donc, cela se comprend. Et enfin, on le pourra aussi faire par alliance. Aujourd'hui, le Niger, le Mali, le Burkina, on a tendance à se mettre dans une alliance pour constituer, prendre en compte un destin commun. Donc tout ceci, ça peut s'expliquer. Mais moi, je pense que face à toutes ces menaces-là, en tout cas, tous
tous ces états, toutes ces situations, tous ces cas de figure, je pense qu'une intervention militaire serait mal appropriée. Okay. Et donc, je ne dirais pas que si ça venait à avoir lieu, que la CEDEAO ne serait pas dans ce rôle, elle serait dans ce rôle, mais c'est une intervention qui serait mal appropriée. Monsieur Aïdara, en quoi une intervention militaire de la CEDEAO au Niger est assimilable à une déclaration de guerre, comme vous voulez qu'on le dise? Il faut comprendre les relations entre le Niger et le Mali, qui était très difficile au début du coup d'État de 18 août. Mais bien avant de cela, il y a eu un coup d'État au Niger contre le vieux qui est décédé. Le nom me reviendra, mais je me rappelle qu'on était dans la rue où Bazoum lui-même a applaudi le coup d'État. et pourquoi Bazoum a applaudi le coup d'État? Pourquoi nous sommes sortis ici pour applaudir le coup d'État? Peut-être c'était avant le protocole additionnel de la CEDEAO. Je vais en venir à ça. C'est ce qui a amené le protocole additionnel. Ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise gouvernance. Des élections qui sont truquées. Et le premier à dire, oui, c'est le président démocratiquement élu, le félicite, c'est la France. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation qui est similaire à celle du Mali. Le Mali a fait son coup d'État, mais le coup d'État du Mali, c'est le coup d'État du peuple. Ils sont venus pour parachever ce que le peuple a voulu. Il y a eu un tas de négociations. À chaque fois que la CEDEAO est venue ici, moi je les ai rencontrés, on est de la société civile. Et quand les chefs d'État sont venus ici, de la CEDEAO, je les ai regardés droit dans les yeux. Je crois que ce jour, c'était Macky Sall qui était en face de moi. Ce qu'il voulait, c'est colmater. Changeons quelques députés, gardons le Premier ministre, trouver un arrangement de gouvernement d'union nationale. Ce que je dis ce jour-là, si vous nous imposez un arrangement institutionnel ou un tripartisme constitutionnel, on aura un coup d'État. Et ce qui finit par arriver, la CEDEAO aurait pu prendre ses responsabilités et dire à l'Aïram Ibeka, que je regrette beaucoup aujourd'hui, pour lui dire, écoutez, il faut arrêter, les gens ont été mal élus, ils ont été repêchés, il faut dissoudre l'Assemblée. C'est ce que nous disons à la CEDEAO, qui ne joue pas le rôle. Ça, c'est un deuxièmement. Le protocole additionnel, dont fait mon petit frère, mais ce protocole additionnel il n'y a nulle part prévu des sanctions économiques et financières, mais une organisation qui applique des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines. Mais quelle valeur a cette CEDEAO, nom de Dieu? Zéro. Et c'est vous qui allez nous dire aujourd'hui que vous allez constituer un groupe de militaires anti-putsch pour venir réinstaller un président démocratiquement élu qui est mon ami. Mais il faut que la CEDEAO balaye devant sa porte. Nous n'allons pas accepter qu'il y ait une invasion de... D'ailleurs, ils parlent, ils n'ont pas ni les moyens militaires, ils n'ont ni les moyens financiers, ils n'ont ni les moyens économiques. La seule chose que la CEDEAO peut faire aujourd'hui, c'est trouver une solution diplomatique. L'Algérie a dit non. Le Tchad a dit non. La Mauritanie, qui est loin du Niger, a dit non. Le Sénat nigérien a dit non. Le Mali, le Burkina a dit non. Donc, nous n'avons pas déclaré la guerre contre ni la CEDEAO. Nous, ce que nous avons dit, à travers notre ministre d'État, porte-parole du gouvernement, l'attaque du Niger par une force de quelque nature que ce soit, c'est similitude à une déclaration de guerre. Donc, il faut que les gens... J'ai entendu des gens dire ici et là que le Mali déclare une guerre. Non, nous restons droits dans nos bottes. Nous n'allons pas accepter, vous, CEDEAO, que vous nous imposez ce que vous ne faites pas chez vous. Si vous voulez une solution, elle est tout trouvée, elle est négociable. Et pour terminer rapidement, ce que tu as dit est tout à fait juste. Les États-Unis, la France à travers MAG 7, les États-Unis qui a fait un poste, Washington Post, pour préparer l'opinion publique des Américains pour la résolution du Conseil de sécurité de la semaine prochaine, que le Sénat, lui sait de quoi je parle, pour que ceci actionne pour réinstaller un président démocratiquement élu. Biden a fait une déclaration hier qu'on va réinstaller Bazoum. Non de Dieu, Biden, you should just take care of your own problem over there. And leave us alone.
Dernier tour de table, hein. Monsieur Doumbia, déjà, on sait qu'il y a quand même une certaine population qui s'organise à Niamey pour contrer l'éventualité de cette intervention militaire. À quoi on se dirige finalement après l'épuisement du délai fixé par la CEDEAO? Première chose, je vais venir répondre à mon homonyme. Ce que j'ai dit est correct. Je réitère, je maintiens. C'est correct. C'est ce qui est écrit, c'est le texte, c'est correct. Maintenant, si le contexte politique nécessite un appui juridique qui va au-delà des lignes de la CEDEAO a la liberté de demander cela à qui il le veut. Mais pour le moment, tout de suite, pour quitter les headquarters de la CEDEAO et intervenir au Niger, il n'y a aucune nécessité de plaider nulle part ou ailleurs. Mais le plaid est déjà fait de toutes les façons. Le plaid est fait parce que aujourd'hui, le monde s'est engagé au Niger. Et quand le monde, parce qu'il faut le savoir, quand il le dit, quand le président des États-Unis intervient sur une question, ça veut dire qu'elle est toute réfléchie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit il y a des mois. Je dis aux gens, ne laissez pas ces gens venir faire leur guerre sur notre sol. Parce qu'ils sont allés faire leur guerre en Libye. Et aujourd'hui, à travers cette situation, on est en train de les amener chez nous. Et ils vont venir faire leur guerre. Et c'est ce qui serait dommage pour tout le monde. Pour ceux qui sont d'accord ou contre la CEDEAO, c'est ça la problématique. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter que le monde s'importe chez nous pour venir faire sa guerre. Et c'est les conditions qui sont en train d'être créées. Et ça, c'est facilement évitable si nous-mêmes, ceux qui réclament à ce que la CEDEAO respecte les textes, s'ils avaient le même courage de dire aux putschistes de respecter les textes, on ne serait pas dans le problème. Vous ne pouvez pas demander à ce que les chefs d'État ils doivent respecter les textes. Je suis d'accord. Mais pourquoi vous ne dites pas aux militaires, vous aussi respectez les textes et restez là où vous devez être constitutionnellement? Si vous ne pouvez pas faire les deux, si vous ne pouvez pas soutenir la légalité à tout bout de champ, sur tous les fronts, c'est que vous-même, vous n'êtes pas dans la légalité ou elle est partielle. Je suis désolé de le dire ainsi. Quelque chose d'autre qui va être extrêmement important dans le cadre de cette information, c'est la protection des populations. Et de ce qui est ressorti des états-majors de la CEDEAO, c'est que c'est une opération qui sera chirurgicale. Leur idée, c'est vraiment de cibler un certain nombre d'individus dont ils ont une liste et contre lesquels les opérations seront fixes et ciblées. Et pour ça, je doute qu'ils aient besoin d'un arsenal aussi extraordinaire que ces pays qui sont impliqués, notamment le Nigeria, qui est doté de F-16, qui est doté de matériaux américains de pointe, ne peut fournir. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, pas vraiment. Personne ne veut qu'aujourd'hui des vies soient mises en danger. Mais il faut, à un moment donné, que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, si la nécessité est de faire en sorte que ceux qui commettent ce type d'action, parce que ces gens ont commis un crime, un coup d'État c'est un crime et il faut y répondre. Il faut répondre à ce crime-là. Si la CEDEAO a un moyen de faire en sorte que ceux qui ont pris le président Bazoum en otage répondent de leur crime, la CEDEAO fera le nécessaire. Professeur, nous savons que l'ultimatum de la CEDEAO s'épuise ce dimanche. Déjà, à quoi vous pensez que la ville de Niamey, ou si vous voulez le Niger, va ressembler à partir de la semaine prochaine? C'est une question vraiment, puisqu'on ne connaît pas l'issue, mais à supposer qu'ils vont procéder comme il a dit, ce serait un champ de guerre, parce qu'on ne doit pas laisser la CEDEAO faire. Et moi, je remercie les autorités maliennes comme les autorités burkinabées, n'est-ce pas, de ne pas laisser ces gens-là faire au Mali, parce qu'au fait, vous avez posé une question tout à l'heure, de savoir un peu cette déclaration de guerre. Je crois que ces autorités sont dans une certaine logique. Parce que qu'est-ce qui a amené, on a chassé la France? Parce que c'est le processus de libération du pays, de lutte contre l'insécurité, tout ce processus qui nous a été importé, nous avons expérimenté pendant plus de 10 ans. Le Burkina a expérimenté et ces deux pays sont convaincus que ces partenaires externes, là, extérieurs, là, sont des problèmes. Et donc, du coup, pour eux, il faut les éloigner tant mieux aussi loin que possible de notre espace. Donc, s'ils sont encore tout juste à côté de nos frontières ici, parce que quand on a chassé la France est allée se réfugier au Niger, le Burkina les a chassés, ils sont venus, et donc quand vous voyez les États-Unis de l'autre côté, on sent qu'ils sont en train de se renforcer pour revenir. Donc, en toute logique, il faut trouver les moyens de les éloigner au mieux, parce qu'ils étaient très loin, ils n'étaient même pas au Libye. Vous savez, je vais vous dire une chose, moi souvent, ça me plaît souvent de suivre un peu les chaînes des Occidentaux, là. Vous comprenez, maintenant ils ont changé de langage. Au début, ils disaient qu'ils sont venus mourir pour nous ici. Mais écoutez-les maintenant, ils disent quoi? Que la sécurité de l'Europe se joue ici. C'est-à-dire qu'au début, ils étaient venus pour nous sécuriser. Maintenant, quand on leur demande de partir, ils disent non, s'ils partent, le djihadisme va prendre l'ensemble de nos pays et que la sécurité de l'Europe se joue ici. Et donc, ils ne doivent pas partir parce qu'ils doivent venir combattre le terrorisme. Le discours de François Hollande en 2013 avait déjà le même. Oui, s'il vous plaît, c'est pour dire quoi?
que ces gens adaptent les éléments de langage, n'est-ce pas, au contexte. Donc, pour moi, il faut se tenir prêt. S'ils disent négocier, il faut négocier. Mais à terme, il faut se battre pour que ces partenaires-là puissent quitter notre espace. D'accord. Ok, donc moi je voudrais finir en donnant quelques... Parce que souvent dans certains grains, j'entends des choses. Déjà, les gens disent que la CEDEAO est en train de s'immiscer dans un problème nigéro-nigérien. C'est vrai qu'il y a un principe en droit international qui parle de non-ingérence dans les services, dans les affaires intérieures, mais il y a le protocole additionnel fait échec à l'application de ce principe dans le cas d'espèce. Parce que déjà, c'est une démocratie qui a été entachée, enfin qui a été attaquée, agressée, et on voudrait remettre en place le chef d'État. Donc, forcément, dans ce cas, la CEDEAO est dans son rôle. Maintenant, encore une fois, pour apaiser mon homonyme, vous savez, quand on regarde les accords de paix, on prend le cas de la Côte d'Ivoire. À l'époque, et tous les mécanismes internationaux qui ont été mis autour de l'application de notre accord de paix n'étaient pas le cas au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce qu'entre-temps, le contexte avait changé. Donc aujourd'hui, les Nations Unies sont devenues les garants de l'application de l'accord de paix. C'est ce qui fait déjà qu'on a encore cette légitimité au niveau de l'accord. Et ensuite, je voudrais aussi dire à mon grand frère Aïdara que moi, de mon point de vue, il n'y a pas de beau ou de mauvais coup d'État. Il faudrait plutôt travailler à ce qu'on puisse rendre les élections crédibles et transparentes. Éviter qu'il y ait, par exemple, des coups d'État institutionnels. Parce que ce qui est plus grave, c'est les coups d'État institutionnels. Pour moi, le coup d'État à un régime, quel qu'il soit, dès l'instant que le régime a été légalisé, pour moi, le coup d'État qui arrive ne serait pas bon ou mauvais. Mais il faut plutôt éviter des coups d'État institutionnels parce qu'il ne faut pas que les gens taillent sur le coup d'État, tu entendais par là le troisième mandat. Oui, un coup d'État. Et les mauvaises élections aussi. Mais et là, malheureusement, c'est là aussi on peut justement attaquer les gens de la CEDEAO en leur disant, mais souvent ils ferment les yeux. Le cas de la Guinée, c'est arrivé. Ils n'ont rien dit. Donc je pense qu'il faudrait travailler à ce que ce genre de choses puissent être évitées. Et maintenant, pour finir, je voudrais encore une fois appeler de tout mon vœu qu'il n'y ait pas d'intervention militaire. J'avais encore appelé de tout mon vœu qu'il y ait la voie soit laissée au dialogue, qu'il y ait la discussion, qu'il y ait les négociations et qu'on puisse véritablement pacifier cette zone qui est déjà tant éprouvée. Monsieur Aïdara, on vous laisse le privilège de prononcer la dernière prise de parole de cette émission. Merci, M. Sidibé. Je réitère encore, le Mali n'a pas déclaré de guerre à aucun pays. L'invention de force de la CEDEAO contre le Niger est similitude à une déclaration de guerre. Je veux que ce soit cristal clair, ça c'est que les gens le comprennent. Deuxièmement, nous sommes inquiets aujourd'hui que la troisième guerre mondiale commence à partir du Niger. Quand j'ai écouté Prigozhin et quand j'ai écouté le discours de Poutine aujourd'hui en disant trouver une solution, ça veut dire déjà qu'ils vont s'y opposer à toute intervention. Et ce que les gens pensent, que c'est une armée de la CEDEAO qui va aller à Niamey, ce ne serait pas le cas. Ils vont venir vers la Libye. Déjà, quelqu'un est trouvé, je tairai le nom, vous allez entendre les jours à venir ou les semaines à venir, qui viendra dire que lui, il va venir déloger les militaires. Ça ne marchera pas. Mes frères et sœurs nigériens, moi je vis là-bas depuis 1996. Je connais bien ce pays et ce peuple. C'est des hommes et des femmes nobles et braves. Et rester soudés. C'est la population nigérienne aujourd'hui, Niamoua, qui peut sauver aujourd'hui le Niger. Et vous, les amis qui ont pris le pouvoir, acceptez un compromis, mais pas de compromission. Je termine rapidement pour vous dire que ce n'est pas l'intérêt de la démocratie qu'on est en train de défendre au Niger. Ce n'est pas Bazoum qu'on veut réinstaller au Niger. La France a envahi le nord Mali pour protéger l'exploitation d'uranium. Il y a un dernier pays qui n'a pas dit son mot. Pourquoi? Posez-vous la question. La Chine a investi combien de milliards? Personne n'a entendu la Chine prononcer un mot. Donc c'est pour vous dire, les Nigériens, restez serrés, restez soudés. C'est la société civile, Inch'Allah, qui va pouvoir faire la différence. Et je suis sûr que ce sont des hommes et des femmes réfléchis. On trouvera un compromis, mais pas de compromission. Et j'ai prié pour la vie sauve de Bazoum et sa famille et qu'il retourne. Maintenant, pour terminer rapidement, les mauvaises élections. Monsieur CEDEAO. Non, absolument pas. Moi, je dis juste qu'il faut être légaliste à tout bout de champ. Mon fils, aujourd'hui, tu es ministre de CEDEAO. Non, pas du tout. Moi, je viens d'un pays où j'ai été félicité un ami qui a gagné les élections. J'étais son nom. D'accord. Tu sais de qui il s'agit. Il s'est déclaré vainqueur, sachant que mon ami n'a pas gagné.
L'Union européenne, les États-Unis ont tous dit que, mais tu n'as pas gagné, mais ils ont déclaré. D'accord. Ils ont gagné. D'accord. Vous avez entendu CEDEAO dire quelque chose? CEDEAO, Ok. il faudra assumer votre responsabilité. D'accord. Voilà, Petite donc, entorche à... juste, au merci bien. Je voudrais juste rassurer mon grand frère Aïdara. Dans le protocole additionnel de sanctions de la CEDEAO, les sanctions économiques sont bel et bien prévues, sauf l'embargo, tel qu'on a connu. L'embargo qui existe, c'est aussi l'embargo sur les armes. Mais les sanctions économiques, en partie, existent. C'est aussi sur cette précision que prend fin ce numéro de votre émission. Regard croisé qui recevait comme invité M. Chagoumar Doumbia, analyste politique. Chagoumar Soumano, analyste politique aussi, président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Mohamed Cherif Haïdra, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, un Malien résident au Niger aussi. Et professeur Abdul Karim Diamountene, responsable politique, professeur d'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil encore une fois à tous nos téléspectateurs du côté de Tillabéri au Niger. Au revoir.